Bonjour, ravi d'être avec vous sur For Change dans Le Jour Où. Nous sommes avec Serge Trigano. Serge Trigano, bonjour. Bonjour. Nous allons, comme son nom l'indique, Serge, dans Le Jour Où, parler des décisions que vous avez prises tout au long de votre carrière. Serge, vous avez eu plusieurs vies. La première dans tous les clubs Med du monde. Votre père en était l'un des fondateurs. Vous y avez travaillé comme PDG, mais aussi comme gentil organisateur. Vous allez nous en parler dans un court instant. Visionnaire, vous avez cassé les codes de l'hôtellerie en inventant avec vos deux fils un concept inédit, celui des Mama Shelters. Revendu aujourd'hui au groupe Accor, vous venez de récidiver en lançant une nouvelle chaîne d'hôtels périurbains et éco-friendly, son nom Oh Baby. En résumé, vous êtes un serial entrepreneur et vous excellez à concevoir les lieux de vie de demain. Serge, on rentre directement dans le vif du sujet. Quelle a été la décision la plus importante que vous ayez prise tout au long de votre carrière? Écoutez, j'ai eu la chance de prendre pas mal de décisions, des bonnes, des moins bonnes, des heureuses, des malheureuses. Peut-être que la moins bête ou la plus importante dans ma vie, ça a été le début de l'aventure du Mama Shelter. Ça a été c'est notre associé Cyril Aouizerat qui avait trouvé un site rue de Bagnolet. Et peut-être que la plus grosse décision, ça a été de décider de faire le premier Mama dans cet endroit un petit peu à l'écart des grands circuits touristiques, loin de tout ce qu'on pouvait attendre pour un hôtel. Et puis que, grâce à Dieu, ça a marché. Dans votre livre Trigano Loves You, aux éditions Albin Michel, vous parlez évidemment des années Club Med. L'histoire débute en 1950 dans un petit village, Al Ceuta, je crois, au Baléares. Alcoudia. Alcoudia. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? Oui, l'homme qui crée le club, c'est Gérard Blitz. Gérard Blitz est un Belge sportif à qui le gouvernement belge avait demandé de s'occuper de la réinsertion des gens qui sortaient des camps après les drames de la Deuxième Guerre mondiale. Et je pense que c'est là que Gérard a eu l'idée de créer des lieux dans lesquels on pourrait vivre, faire la fête. Et pour ce faire, il a trouvé un site à Alcoudia au Baléares. Il avait besoin de matériel de camping, puisque le premier village du club, c'était en tente de camping. Et donc, il a trouvé un peu par hasard, enfin, si on raccourcit l'histoire, la société Trigano, qui à l'époque était spécialiste dans le matériel de camping. Il appelle la société Trigano, et c'est mon père qui répond. Et Gérard lui dit, voilà, je vais créer un endroit pour faire la fête, et j'ai pas d'argent, j'ai besoin de matériel de camping, est-ce que vous pouvez m'aider? Et Gilbert lui dit, venez, expliquez-moi. Et voilà. Et Gérard est venu, Gilbert a été conquis, ils ont décidé ensemble de faire le premier village, et c'est comme ça que l'aventure Donc sans argent. a démarré. Sans un rond, non. Sans un rond. Il y avait un peu l'argent, il y avait l'argent de la société Trigano qui a permis il a prêté les tentes. Le club avait du mal à payer la location, mais voilà. Et puis Gilbert est tombé amoureux de l'histoire. Il a progressivement quitté l'aventure du camping, et c'est lui qui a fait le club Méditerranée, ce que c'en est devenu. Gamin du club Méditerranée, comment vit le petit Serge son enfance? Il vit dans une espèce d'époque bénie. On voit pas beaucoup de père. On a la chance d'avoir une mère qui est très présente, mais le père est tout le temps en voyage. Il travaille le matin de 6 heures du matin à 9 heures le soir. Et les week-ends, il en profite pour aller visiter des sites et voir comment marche le club. Donc on le voit pas beaucoup. Quand on le voit, c'est formidable. Mais il nous raconte. Il nous raconte comment il est en train de partir à la conquête du monde, comment il vient de séduire le roi du Maroc pour faire un village à Agadir, comment il est allé voir les gens du Parti communiste bulgare pour implanter le club là-bas. Et donc c'est béni dans toutes ces histoires que je vis. Mon père me pousse à faire des études de sciences économiques. J'ai donc vous parlez un licencié sciences économiques, et puis qui m'a pas servi à grand chose. Et puis pendant les vacances universitaires, j'étais géo au club. Très bien. Voilà, c'est comme ça que ça commence. Et pourquoi la formule Club Med a si bien fonctionné dès le départ, d'après vous? Écoutez, elle a très bien fonctionné parce qu'elle correspondait exactement à ce qu'avaient besoin les gens qui sortaient de cette époque traumatisante. On est en 1950, la guerre vient de se terminer, 4 ou 5 ans, voilà. Ils ont été privés de tout, et il y a un lieu où on leur dit venez, vous pourrez à nouveau faire la fête, faire du sport, manger, faire l'amour, faire des rencontres. Voilà, c'est le paradis qui se crée à un prix très abordable. Donc le club était pratiquement accessible à tout le monde. On leur dit, alors on prend le risque, aujourd'hui ça paraît évident, mais de dire aux gens, vous payez avant de partir, donc vous payez une somme, vous savez pas où vous allez vous retrouver. Et puis comme c'est fait, alors
C'est pas une formule qui a été faite par des experts en marketing, hein. C'est une formule qui a été faite par des hommes et des femmes avec leur cœur, leur tripes, leur envie d'apporter du bonheur. Il n'y a pas eu d'étude de marché. Il n'y a pas eu d'étude de marché. S'il y en avait une, elle aurait dit que ça marcherait pas d'ailleurs. Voilà. Et c'est comme ça que c'est parti. Au début, très célibataires, très jeunes, qui viennent faire la fête. Après tout, naturellement, ils font des enfants. Donc, le club je crois que l'intelligence du club, ça a été de s'adapter à son époque. C'était au départ un truc franco-belge pour célibataires qui venaient faire la fête. Bon. Et puis, ça s'est un peu embourgeoisé. Les enfants sont arrivés, donc on a créé les mini-clubs. Et puis, les gens ont gagné un peu plus d'argent, donc on est monté en gamme. Et puis après, on s'est aperçu que ce concept pouvait marcher aussi à l'étranger, et donc c'est devenu un concept international, très bien implanté aux États-Unis, au Japon, et c'est devenu la première marque mondiale spécialisée dans le monde des vacances. Votre père était, on pourrait dire, un petit peu filou, ou très malin en tout cas, mais comment il s'y prenait pour trouver et s'implanter dans tous les plus beaux endroits du monde? Filou, c'est pas le mot. C'est pas filou, mais il savait négocier. Il savait négocier, mais surtout il avait une intuition. Gilbert, alors il y avait au club une équipe. Gilbert disait voilà, je vais m'implanter dans les Caraïbes. Il envoyait 4 ou 5 gars faire une première sélection de quelques plages. Et quand il y avait 2-3 plages qui restaient sélectionnées, c'est lui qui arrivait, qui venait, qui disait c'est là qu'on va faire le village du club. Et c'est comme ça qu'il a découvert Punta Cana, qui est devenue une des grandes destinations touristiques. On était les premiers à s'y implanter. Les Turks and Caicos, ou Agadir, ou Phuket, ou Bali. Voilà, il a été à peu près le premier partout. Précurseur dans quasiment tous les lieux de... Sur les sites, oui, pratiquement précurseur. Incroyable. Dans votre livre, vous décrivez une multitude d'anecdotes quant au lieu d'implantation. Si vous deviez en raconter une qui vous a marqué particulièrement, que votre père vous a raconté sur un lieu qu'il a choisi, où ça a été un peu compliqué, je crois que les Turks and Caicos, ça n'a pas été simple. Ça a été une sacrée histoire. Turks and Caicos, c'est une drôle d'histoire parce qu'on était déjà très bien implanté aux Bahamas, on avait beaucoup d'implantations. Et le président des Turks and Caicos, le Prime Minister, demande à Gilbert d'implanter un village là-bas. On y va, c'est magnifique, c'est très beau, mais encore une fois, il y avait déjà beaucoup de villages dans cette zone. Donc moi, en tout cas, j'hésitais. Je dis à Gilbert, écoute, faut peut-être qu'on fasse attention, on peut pas se développer indéfiniment. Et donc Gilbert trouve le site et fait un espèce d'inventaire à l'après-vert au Premier ministre en disant je veux bien m'implanter ici, mais je voudrais une piste pour poser des 747, je voudrais une exonération des droits de douane sur les 50 ans qui viennent, je voudrais pas payer d'impôts sur les 100 ans qui viennent. Enfin, c'était l'impossible. L'impossible. Et on sort et on se dit bon ben on verra dans 20 ans, peut-être qu'ils nous rappelleront. Et puis un an après, ils nous ont appelés en disant écoutez, l'aéroport est en construction, la loi est passée pour exonérer de taxes, de trucs, de machin, alors on y va. Et on est allé, et ça a été un très très beau succès. Donc finalement, c'est aussi un petit peu de la chance, c'est-à-dire aller jusqu'au bout et dire, ne pas avoir peur de dire les réels besoins pour obtenir ce qu'on veut. D'avoir le culot de casser les codes. Exactement. Voilà, bon, si on le fait, on le fait. Si on le fait pas, on le fait pas. Quoi. C'est un peu ça son raisonnement. Moi, je le fais à telle condition. Vous voulez de moi, bah, vous les acceptez. Vous voulez pas, bah tant pis, j'irai poser mon club ailleurs. Et comme à l'époque le club était très très demandé par tous les chefs d'État, ils faisaient la queue place de la Bourse pour implanter des villages. Donc voilà, ça permettait aussi à Gilbert d'être en position de force. Évidemment. 1963, vous postulez, comme des centaines d'autres étudiants d'ailleurs, pour devenir géo. Comment s'est déroulée votre première expérience en Sardaigne ? Alors, d'abord, j'ai été accepté. Bon. Vous n'avez pas eu de passe-droit. Peut-être un peu de piston. Ah. Et puis, j'ai fait une saison extraordinaire avec un gars qui s'appelait René Allemand, qui était le chef de village. Voilà, j'étais très mauvais, je me suis gouré, je mettais 4 personnes dans la même case, et ainsi de suite. J'aurais dû être viré une dizaine de fois. Il a eu la gentillesse de me garder, et moi, je suis tombé amoureux du club à ce moment-là, et c'est là que je me suis dit que j'avais envie d'y faire ma vie et ma carrière. Et donc 3 ans d'expérience en tant que géo, qu'est-ce que vous en retenez ? L'amour des gens, l'envie de faire plaisir, et puis cette espèce de communauté qu'il y avait entre une équipe géo. C'était une équipe de nomades, hein. On venait pendant 6 mois, moi pendant 2 mois de vacances scolaires, mais les équipes étaient des équipes pendant 6 mois. Voilà, c'était des nomades qui passaient d'un lieu à un autre, et c'était un truc très intelligent, parce qu'on s'aperçoit que dans nos métiers, si on reste trop longtemps en place, on voit plus les choses.
On voit plus les petites saletés, on voit plus les araignées, on voit plus les trucs. Voilà. Donc l'idée de tourner, d'être des nomades, a fait en partie le succès du club. Et puis c'était un mélange. Je veux dire, on mélangeait les juifs, les musulmans, les blancs, les blacks, les faux jaunes, et tout ça avec beaucoup de bonheur, de gentillesse, de rigolade. Et voilà, c'était un autre monde. Est-ce que la clé du succès, c'est pas justement faire des spectacles, de jamais se prendre au sérieux, faire du sport? Est-ce que c'est ce qui a rendu le Club Med ça correspondait à une époque. Hein. Je ne sais pas aujourd'hui si ça marcherait de la même façon. Voilà, c'est l'épanouissement des hommes et des femmes, c'est l'arrivée de la pilule. Enfin, il y a tout un ensemble de choses qui ont fait le succès du club. On a été les premiers à faire en sorte que les femmes soient libérées des contraintes de ménage quand ils partaient en vacances, parce que jusqu'à l'arrivée du club, on louait un petit appartement et donc la femme faisait la cuisine, la vaisselle et ainsi de suite. Là, on leur dit, il n'y a rien à faire, vous profitez, les femmes comme les hommes. Donc voilà, tout ça, à mon avis, a aidé au succès du club. Et puis effectivement, encore une fois, ce côté, bon, on est là que pour du bonheur. Quoi, on reste en paréo toute la journée. Oui, enfin en paréo dans les villages de Cazes, en tenue de ski dans les villages de ski. Voilà, le club s'est adapté à tout ça. On là-bas quand on est au Maroc et tout ça avec beaucoup d'humour et d'amour. Avec votre licence économique en poche, vous pouvez postuler pour devenir chef de village et vous atterrissez tout d'abord à Corfou. Je crois que c'est votre Club Med préféré, c'est votre Club Med de cœur. Oui, pour moi, d'abord, c'est un village du club historique. C'est le troisième. Oui, c'est ça. Gérard Bliss l'ouvre en 53. Ouais. C'est un site dont on dit qu'il est hanté. Ah bon? Oui, il y avait une espèce de rumeur, de malédiction sur ce site, voilà, qu'il y avait des ombres néfastes dans le site. Gérard Bliss, je m'en fous. Il s'est déjà passé quelque chose de grave dans ce site? Il y a quelqu'un qui est mort sur le site, je ne sais pas, dans les années 30 ou 40. En tout cas, Gérard le fait. Le roi de Grèce vient au moment de l'ouverture et bénit un peu l'ouverture de ce village. Ce qui était important finalement. Ce qui est pas mal. Et le site est magique, c'est sur une baie, la baie de Dacia. Les Grecs qui sont là protègent le site. C'est une équipe d'hommes et de femmes extraordinaires. Voilà, et c'est le mélange de ce site unique, de ces hommes et ces femmes merveilleux d'amour, de gentillesse, et puis des équipes du club qui font le succès de Corfou. Et j'ai été très heureux d'y passer une saison. En arrivant à Corfou, justement, vous êtes obligé de réaliser un défi nautique, je crois, où vous étiez quand même pas hyper bien. Vous pouvez m'expliquer un petit peu? Vous savez tout. Moi, je suis pas sportif. À l'époque, les chefs de village du club étaient des grands sportifs, beaux, chanteurs, danseurs, ainsi de suite. Moi, c'est pas du tout mon cas. D'ailleurs, c'est pour ça que j'étais dans les bureaux. Je n'étais pas à l'animation ni dans les sports. Voilà. Et puis, il y avait dans le village un chef d'animation charismatique et autres qui un jour me lance le défi. Il y avait un tremplin et il dit on va voir lequel des deux est capable de passer devant ce tremplin en ski nautique. Voilà. Et je dis écoute, on va essayer quoi. Voilà. En me disant je vais me casser la gueule et c'est lui qui. Et lui en fait. Il était où le tremplin? Il était sur la baie, vous savez, c'est des tremplins. Mais alors en fait le tremplin quand vous le voyez de loin, il est très peu incliné, mais quand vous arrivez devant, vous avez l'impression d'arriver devant un mur. Voilà. Et donc lui il abandonne. Et moi, je dis, je vais quand même essayer. Voilà, j'y vais, je passe, je me casse la gueule, mais je le fais. Et donc, je deviens la star du village. Ça, c'est génial comme histoire. Ça a dû gonfler un petit peu votre ego, là, à l'époque. En tout cas, ça m'a fait plaisir. Voilà. L'ego, je sais pas, mais ça m'a fait plaisir. Et qu'est-ce que vous avez retenu de ces quelques années comme chef de village, justement? L'animation d'une équipe, la capacité à faire travailler ensemble des hommes et des femmes, encore une fois, pendant une durée de temps donnée, et de faire en sorte que chacun d'entre eux s'approprie le village, s'approprie le succès. Je crois qu'un des succès du club, vous en parliez tout à l'heure, c'est son sentiment d'appartenance. C'est-à-dire qu'on était fiers d'appartenir au club, fiers de travailler pour cette boîte, dans les villages, dans les bureaux, dans les sièges et autres. Voilà, donc j'en retire ça à ces valeurs de travailler avec des garçons et des filles d'horizons complètement différents, encore une fois de couleurs de peau complètement différentes, de religions complètement différentes, et de faire en sorte une tribu pendant l'espace de 6 mois. On travaillait 7 jours sur 7, alors il n'y a pas de RTT, il n'y a pas de jour de congé. Aujourd'hui, tout ça est complètement impossible. Et personne ne gueule, voilà. Et au moment du départ, tout le monde pleure en disant comment c'est déjà fini, la saison est finie. Quoi. Voilà,
c'est irracontable. Et quand je le raconte aujourd'hui, personne ne le croit. Ah bah si, quand même. Maintenant, ensuite, votre père, Gilbert, essaye de trouver plusieurs techniques pour que le club fonctionne. Il crée des pôles où vous gérez chacun une partie du monde, mais ça fonctionne pas très bien apparemment. Donc, vous devenez directeur des opérations mondiales en charge de l'ensemble des villages. Ça correspondait à quoi exactement, ce poste? Ça correspondait à gérer une soixantaine à l'époque de villages du club, à s'assurer que, et en termes de gestion et en termes de satisfaction, il fonctionne le mieux possible. On avait pas mal internationalisé le club, on commençait à recevoir des clients de tous les pays du monde, donc il fallait faire en sorte d'amalgamer ces hommes, ces femmes, ces équipes, et puis il y avait la profitabilité, le club était une des affaires les plus rentables du secteur dans ces années-là. Et vous étiez combien, à peu près, à gérer justement ces opérations? Au siège, on devait être 150 à 200 personnes environ à l'époque pour gérer ça. Et quand on voit une entreprise grossir comme ça, prendre de l'ampleur, comment ça se passe? Comment on gère justement cette croissance exponentielle? Écoutez, elle se gère, encore une fois, par l'intuition de Gilbert, qui a, avant tout le monde, capté l'intérêt du marché américain et japonais, qui ont été deux des points importants du développement du club. Et elle se gère par croissance interne et par promotion interne. Je crois que le truc intelligent du club, c'était qu'à l'époque, si on voulait travailler dans cette maison, comme je l'ai fait, il fallait commencer dans les villages du club. Il fallait voir comment fonctionne un village, ce que c'est qu'un GM, ce que c'est qu'un GO, ce que c'est que de se faire engueuler le matin au petit déjeuner parce que le café n'est pas bon ou le soir parce que le spectacle n'est pas à la hauteur. Voilà. Et après, on pouvait accéder à d'autres postes. Et on a fait grandir cette boîte en faisant grandir des hommes et des femmes qui étaient rentrés au club, à la réception, à la cuisine et autres, et qui sont progressivement devenus des patrons. Et c'est ça sûrement une des forces du club de l'époque. Et vous avez eu plein de stars au Club Med, enfin des gentils organisateurs, qui sont devenus aujourd'hui des personnalités très connues du monde du spectacle, entre autres. Vous pouvez nous en citer quelques-uns? Écoutez, moi, tous les matins, je rigole quand j'écoute Philippe Cavrivière sur RTL, qui est un enfant du club. Cadmerade, Patrick Bruel, vous avez comme ça des tas d'hommes et de femmes qui sont passés par le club et qui, je crois, en ont gardé de bons souvenirs. J'imagine. Au gré des nouveaux clubs, vous rencontrez chefs d'État, ministres et rois. Et un jour, vous recevez un coup de fil à votre siège, place de la Bourse, du Vatican. Alors ça, c'est une histoire absolument incroyable. En fait, c'est Gilbert qui reçoit un coup de fil. L'assistante de Gilbert lui dit on a un message du Vatican, le pape voudrait vous rencontrer. Bon, à l'époque, le club, c'est plutôt les bronzés. Donc Gilbert dit que c'est encore une blague de quelqu'un, laisse tomber, on oublie. Il n'était pas très content, les bronzés, ça lui plaisait pas beaucoup. Il n'a pas aimé, mais enfin, c'était une caricature du club, sur une certaine partie de l'image du club. En tout cas, Gilbert dit c'est pas sérieux, laisse tomber. Et puis 10 jours après, la même assistante vient voir Gilbert en disant Monsieur Trigano, je suis désolé, mais là, on reçoit un deuxième appel du Vatican et apparemment, le pape est pas très content. Il a l'habitude, quand il appelle et qu'il a envie de rencontrer quelqu'un, que la personne réponde. Donc Gilbert commence à se dire c'est peut-être sérieux, se renseigne, et en fait on s'aperçoit que le pape, Jean-Paul II à l'époque, était un grand sportif et qui faisait des balades à la montagne, et son coach était un ancien GM un GM du club, donc il devait lui raconter le club. Et le pape, qui était un type assez étonnant, dit j'aurais rencontré ces types, quoi. Ce que vous me racontez est incroyable, amenez-moi ce monsieur Trigano. Voilà. Et donc on organise, alors il y a tout un process pour, il faut donner de l'argent aux bonnes œuvres, il faut se préparer. Avant de le rencontrer? Avant de le rencontrer, il y a tout un mais on se retrouve à Rome. Il faut donner beaucoup d'argent? Non, pas beaucoup d'argent, il y a une espèce de symbolique. Voilà. Et donc on se retrouve au Vatican avec mon papa, ma maman, mon épouse, le patron du club pour l'Italie, et on vous installe en randonnion, et le pape vient devant chacune des personnes, et donc il arrive devant Gilbert, et il dit alors Monsieur Trigano, c'est quoi ce club Méditerranée? Dites-moi ce que c'est, je comprends pas. Et Gilbert lui dit Sa Sainteté, mon métier, ça consiste à réunir des hommes et des femmes du monde entier dans les plus beaux endroits du monde et essayer de leur apporter un peu de bonheur. Et le pape le regarde avec un sourire que je n'oublierai jamais. Il lui dit mais alors Trigano, nous faisons le même métier. Voilà. Et prenons la photo et il passe au suivant. C'est une très très belle histoire. En 1980, ensuite, votre père décide de partir à la conquête du monde. Vous y participez depuis New York, où vous vivez à l'époque. Le Club Med devient un empire où le soleil ne se couche jamais. Ouais. Donc ça, c'est les journalistes qui l'appelaient comme ça à l'époque, c'est ça? Absolument. Et ça a été pour moi, on a passé 5 années à New York, qui ont été 5 parmi les plus belles années de ma vie, parce que quand vous êtes
patron d'une grande boîte comme le club, mais que vous êtes à l'étranger, donc vous n'êtes pas au siège où il y a la pression du siège en permanence. Le président venait nous visiter, mais plus pour voir ses petits-enfants que pour voir les comptes. Voilà. Et donc vous avez la latitude de pouvoir c'est de la liberté tout faire. totale. C'est la liberté. Et de partir à la conquête d'un continent, c'est formidable. Et on a doublé la taille du club en 5 ans, en ouvrant toute une série de villages, en diversifiant un petit peu l'offre. Et ça a été 5 années extraordinaires. Et c'est cette époque où le Club Méditerranée devient Club Med, justement. C'est ça. Les Américains trouvaient que Club Méditerranée, c'était trop long. Et donc, ils ont coupé à Club Med. Et après, on a gardé Club Med. 1988, votre père est l'invité d'honneur de Bernard Pivot dans l'émission Apostrophe. Ça m'a fait beaucoup rire pour parler littérature. Bernard Pivot conclura l'émission par une question assez originale. Selon vous, quelle est la plus belle invention après le bonheur, le livre ou le Club Med? Alors, d'après vous, Serge? Le livre. Et le club, qu'est-ce qu'a apporté le club, justement? Il y a eu des livres sur le Club Med, à part le vôtre. Oui, non, il y a eu beaucoup de livres sur le club. Il y a eu beaucoup de livres. Écoutez, je crois que le club, ça a apporté une raison d'être à des hommes et des femmes du monde entier. Le tourisme, on en parle, on le critique beaucoup, le surtourisme et ainsi de suite. En même temps, le tourisme, c'est quand même un des métiers qui permet à des hommes et des femmes sans diplôme d'évoluer et de grandir dans une entreprise. Voilà. C'est ce fameux ascenseur social, il est plus fort que jamais dans ces métiers du tourisme. Donc c'est un métier, c'est une boîte qui a donné à des hommes et des femmes, ça a été une école de vie. Ça a été une école du bonheur pour des millions de GM et une école de vie pour des millions ou des milliers de géos qui après soient devenus des vedettes de la radio, de la télé ou qu'on retrouve dans d'autres facettes de notre vie. On va parler d'un moment un petit peu plus dur. Le 9 février 92, un avion qui transporte vos gentils membres s'écrase. Votre père ne s'en remettra jamais. Vous devenez le PDG du Club Med dans un contexte assez complexe. Vous pouvez nous en parler? Oui, le club vivait dans le bonheur absolu. Pendant déjà presque 40 ans. Pendant pratiquement 40 ans. Et puis voilà. On avait un village au Cap Skiring, magnifique. Pour arriver au Cap Skiring, il fallait faire une rupture de charge, prendre un avion à Dakar. Là, on avait l'obligation de prendre des avions d'une compagnie qui s'appelait Air Sénégal. Voilà. Et donc, on prend ces avions-là et un de ces avions s'écrase. D'ailleurs, pas du fait que l'avion était en mauvais état, mais du fait que le pilote avait fait une erreur. Voilà. Mais c'est comme ça, il y a eu un procès. On a été condamné. Ça a été un des passages les plus douloureux de ma vie, mais encore une fois, effectivement, pour Gilbert, ça a été une rupture totale. Et il nous a quittés quelque temps après avoir terriblement souffert de ce drame. Et quand vous prenez justement la tête du Club Med, vous succédez donc à votre père, vous êtes confronté à quel défi exactement? D'abord, succéder au fondateur, génie, visionnaire et tout, c'est déjà un peu compliqué, maestro, c'est un peu compliqué. Le contexte est difficile parce qu'il y a eu le drame du Cap Skiring, il y a eu la guerre du Golfe, il y a eu tout un ensemble d'événements dramatiques à travers le monde. Donc le contexte est un peu compliqué. Voilà, mais bon, j'étais heureux de prendre cette responsabilité. Je pensais que ça allait bien se passer, ça ne s'est pas bien passé, mais ça a été en même temps formidable. Quelques années quand même où ça marche plutôt pas mal. 95 est dramatique pour le club. L'exercice 96 n'est pas à la hauteur des attentes du marché. Votre destitution est annoncée et comme vous l'écrivez dans votre livre, vous vivez à ce moment précis une scène digne du parrain. Oui, c'est du passé. On n'a plus à peine de revenir là-dessus. Ça a été un peu difficile. Quand on n'est pas propriétaire d'une boîte, c'est normal que les actionnaires décident de votre vie. Voilà, ils vous gardent ou vous gardent pas. Disons simplement qu'il y a la façon de faire. Voilà, et que la façon dont ça a été fait n'était pas d'une grande élégance. C'était des gens en costume de Caraccioni, mais à l'intérieur, c'était pas très très beau. Voilà, c'est comme ça, c'est la vie. Votre histoire d'amour avec le Club Med s'est mal terminée. Vous passez par des moments de comme toutes les belles histoires d'amour, hein, profonde tristesse. Et oui, comme toutes les histoires d'amour, c'est la fin d'un rêve, la fin d'une époque heureuse. Comment on se reconstruit après ça? On a la chance, en tout cas dans mon cas, d'avoir une femme formidable, 2 fils extraordinaires. L'un des deux travaillait aux États-Unis chez Coca-Cola. Le soir de ma destitution, il appelle, il dit moi j'arrive et on va faire un truc ensemble. Voilà, c'est ça qui m'aide. Et puis mon père qui a pas eu un mot
Il aurait pu me reprocher un peu de quitter le club dans ces conditions-là. Parce que c'était C'est pas votre choix. Non, c'est pas mon choix, mais enfin bon. Mais il se passe quelque chose d'assez original, c'est-à-dire que tous les gentils organisateurs, justement, qui étaient devant le siège, enfin étaient devant, et vous ont fait une haie d'honneur quand vous êtes parti. Ça devait être absolument fou. Une aide plutôt difficile pour les administrateurs, et puis une aide d'honneur et d'amour pour moi, ouais. Ça a été un grand moment. Voilà. Et puis ça se termine. Et donc la chance, c'est ça, quoi. C'est une structure familiale solide et l'envie de se dire on refait autre chose. Mais enfin, ça a été comme il y a eu 1 an ou 2 ans un petit peu compliqué. Traversée du désert. Avec le recul, Serge, vous vous dites que cette trahison aura été la chance de votre vie. L'aventure Mama voit le jour avec vos 2 fils, Benjamin et Jérémy. Comment est né le concept justement des Mama Shelters ? Il est né de discussions entre mes fils, notre associé Cyril de l'époque. Au début, on voulait refaire un resort pour montrer qu'on n'était pas aussi mauvais que ce qu'on nous avait dit. On avait pris un terrain au Maroc, ça s'est pas fait. Vous avez eu des problèmes avec le roi, je crois, avec la famille royale. En tout cas, l'entourage. Dans ce pays, on ne sait jamais qui décide et qui fait quoi. Voilà. Enfin, en tout cas, un jour, on vous dit le terrain, il est plus à vous, et donc on est expulsé. Mais voilà, et donc on se dit il faut peut-être faire autre chose. Et on est au début des années 2000. Le monde est en train de changer. On prend plus de longues vacances comme on prenait à l'époque du club dans les années 60-70. On part des week-ends. La famille s'est un peu cassée. Un mariage sur 2 termine par un divorce. La Méditerranée, qui était une mer de paix, est devenue une mer un peu plus compliquée. Et donc on se dit il y a peut-être autre chose à imaginer et de se poser sur un autre territoire. Et on pense que la ville correspondrait mieux au tourisme du 21e siècle. Et en fait, mon idée où on est parti sur l'idée de se dire la plage, ça a été le monde du tourisme du 20e siècle, et au 21e siècle, ça sera les villes. Voilà, c'est comme ça. Et dans les villes, à l'époque, il n'y avait pas grand-chose d'original. Et donc, on s'est dit, et si on faisait un hôtel qui soit ouvert sur la ville et c'est un peu comme ça qu'est partie l'idée du Mama Shelter. Et pourquoi ce nom Mama Shelter ? Alors ça, c'est mes fils qui l'ont trouvé. Enfin, c'est un de mes fils qui a trouvé la notion de shelter, cette notion d'un abri ouvert à tout le monde, et Stark qui a apporté cette idée de mama, ce côté affectueux de la femme qu'on aime le plus au monde, qui s'occupe de nous quand on va pas bien, qui nous remonte le moral quand il est dans les chaussettes, qui nous apporte à manger quand on n'a pas faim, voilà. Et donc on a mis ça ensemble. Les grands pontes de la communication nous ont dit que ça marcherait jamais, et ça s'est instauré comme un nom fort du monde de l'hôtellerie. Vous le dites d'ailleurs que vous n'avez pas fait d'études de marché, rien n'a été fait dans les règles d'un business plan classique quand on monte une société. Pourquoi ? Écoutez, nous on marche à l'intuition dans la famille, tant mon père que mes fils que moi. Alors, on n'est pas complètement débile, on s'appuie un petit peu sur quelques études, mais voilà, comme le club, le Mama, il est né d'une envie, d'une aspiration. Voilà. Et d'ailleurs, la seule étude de marché qui a été faite sur le Mama, à la demande d'un banquier, a dit que ça marcherait jamais et que c'est impossible de faire marcher un hôtel dans le 20e arrondissement avec un grand restaurant. Voilà. Et nous, on s'est dit, on va essayer, voilà, de créer un lieu qui corresponde à nos envies, à nos attentes. Et c'est comme ça qu'est né le Mama Shelter. On va parler un peu des fondateurs du Mama Shelters, mais ensuite, comment est née cette émulation ? Pourquoi ça a pris tout de suite ? Pourquoi ça a marché directement ? Vous connaissez les journalistes, vous connaissez le monde d'aujourd'hui. C'est vrai. Il faut qu'on raconte une histoire. Bon. Et alors l'histoire ? Et quoi de plus beau que de raconter une histoire d'une famille qui a été jetée d'un monde de bisounours et en paréo du club Méditerranée et qui rebondit dans le 20e arrondissement, associé au génie du design qui est Philippe Stark, un chef étoilé qui est Alain Sanderins, avec une famille qui se réinvente avec la 3e génération, voilà. Donc ça racontait une histoire et les journalistes ont adoré l'histoire. En plus, encore une fois, ça correspondait à une attente de la clientèle. Voilà, on y mange bien, à un prix abordable. Hein. Les premiers prix étaient à 49 € la nuit. On est sorti en plein dans la crise des subprimes, dans ce moment un peu compliqué où les gens ont aussi changé leur façon de voyager. En 2008, le premier, c'est ça ? Le premier en 2008, voilà. Et c'est comme ça que c'est parti et ça a été effectivement un succès. Enfin, l'hôtel a démarré très fort, le restaurant a mis un peu de temps, puis d'un seul coup c'est parti et les gens faisaient la queue. Enfin,
une semaine à l'avance pour essayer d'avoir une table dans un truc au trou du cul du monde, quoi. Mais oui, mais il y avait des DJ, c'était complètement. Oui, il y avait des DJ, il y C'était avait une un lieu de énergie, fête. il y avait une énergie, enfin il y a une énergie incroyable, il y a des garçons et des filles. On y retrouvait un petit peu l'ambiance et les valeurs du club méditerranéen des grandes années, quoi. Voilà, donc c'était un peu ça l'histoire. Et comment vous avez financé un tel projet? Parce que vous êtes parti du Club Med, bon, il y a Philippe Starck, vous avez vos deux fils, vous êtes quand même. Comment on finance un tel projet? Comment on se lance dans un projet pareil? Ben, on se lance un peu à l'aveugle, on se lance sans savoir où on va. On se lance Vous allez chercher des investisseurs? on cherche des investisseurs, je me suis fait jeter de partout parce que Ah, tout le monde me disait que ça marcherait jamais. Donc j'ai mis l'argent que j'avais gagné dans l'aventure du club, le parachute de départ. On a vendu l'appartement qu'on avait acheté ah oui. à l'époque de la grandeur pour financer une partie des études, voilà. Et c'est comme ça que c'est parti. Donc j'y ai tout mis. Si ça marchait pas, on était ruiné pour quelques générations. Et puis voilà, ça a marché. Donc c'est un pari risqué. Ah oui, c'était très risqué. Oui. Vos fils Benjamin et Jérémy ont deux personnalités très différentes. Le soir de votre destitution, vous le disiez, du Club Med, Benjamin prend la décision incroyable de partir de chez Coca-Cola. Vous nous expliquez comment ça se passe? Oui, Benjamin travaillait avec le génie du marketing qui est Sergio Ziman, qui est un type extraordinaire. Il travaillait à Atlanta, voilà. Et donc le jour où je lui dis, bah écoute, je quitte le club, il me dit, bah écoute, moi je prends l'avion ce soir et on va faire un truc ensemble. Et il a physiquement quitté Coca-Cola le soir même, et il est venu. Et le lendemain, il m'a un peu remonté le moral, parce que je dois dire que le lendemain c'était un peu difficile, voilà. Et c'est comme ça qu'on a commencé à réfléchir, qu'on a pris les bureaux et qu'on a commencé à travailler ensemble. Alors Jérémy, quant à lui, est plus studieux, mais assurera la direction générale de l'entreprise. Vous dites de lui que c'est Mister No. Pouvez-vous nous expliquer ce petit surnom, ce petit sobriquet? Jérémy est un type extraordinaire, c'est lui qui m'aide et qui dirige l'affaire, mais il a une propension, dès qu'on vient vers une idée nouvelle, une destination nouvelle, de dire au départ non, ça ne marchera pas, je ne suis pas d'accord, ainsi de suite. Mais avec le temps, il lui arrive de changer d'avis, et alors il s'y met à fond, et ça marche, et il le fait marcher. Donc vous avez quand même besoin de ce Mister No quelque part dans C'est l'évolution Mais de... si vous voulez, la chance que j'ai, c'est qu'ils sont, comme vous l'avez dit, effectivement tellement différents l'un de l'autre, très complémentaires, ce qui donne lieu, comme il y en a un qui vit aux États-Unis la nuit, à des échanges de mails assez savoureux, et on essaye à 5-6 heures du matin de se mettre d'accord sur une motion sur laquelle on arrive à travailler ensemble. Et quant à Philippe Starck, vous l'appelez le Léonard de Vinci du XXIe siècle. Vous l'avez rencontré pour le Club Med au tout départ. Comment ça s'était passé votre première rencontre? Écoutez, on avait commencé la montée en gamme du club, qui ne date pas d'aujourd'hui, et je cherchais le designer qui pourrait nous aider. Et mon épouse me dit, le plus brillant, c'est Philippe Starck, essaye de le rencontrer. Voilà. Et donc, on prend rendez-vous avec Philippe Starck, qui arrive très gentiment nous voir, avec Mal rasé, avec son casque de moto, et ainsi de suite, un pantalon bariolé, enfin, pas le look du designer branché classique, voilà. Et j'explique à Philippe, voilà, le club, on va monter en gamme. Et c'est coup de cœur direct? Et Philippe me dit, écoutez, moi, ça m'intéresse, pourquoi pas, mais j'ai pas envie de faire la décoration d'un village, j'aimerais devenir le directeur artistique de l'ensemble des villages du club. Je lui dis, écoutez, pourquoi pas, mais ça, la décision ne veut pas venir que de moi, il faut prendre un peu de temps pour qu'on en discute. Et à la fin, il me dit, mais en tout cas, j'aimerais faire des choses avec vous, parce que quand on était jeune, on partait en vacances dans les villages du club avec ma maman, c'était des trucs formidables, et donc on fera un jour, voilà. Et quand l'histoire du club se termine, Philippe est une des rares personnes qui m'a pas laissé tomber, et qui m'a dit, moi, si vous refaites un truc, je le fais avec vous. Je suis tombé d'amour avec les Trigano, voilà. Donc nos successeurs lui ont fait un pont d'or. Il a dit non, moi je fais avec les Trigano, et on a fait avec lui. Léonard de Vinci, c'est fort comme personnage. Écoutez, quand on travaillait sur le Mama, on allait chez lui. Il était là, comme vous, en face de moi. Et je le voyais dessiner les éléments du Mama, la table du restaurant, un truc. Et moi, je suis un fan de Léonard de Vinci. Je trouve ce type et j'ai l'impression de voir le même truc, un gars avec son papier, son crayon, de dessiner des choses plus belles les unes que les autres. Il est devenu un inventeur. Voilà. Votre dernier associé pour l'aventure Mama Shelter s'appelle Cyril Aouizerat. Il est pour vous un philosophe de l'urbain. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi? On en entend moins parler de ce monsieur. Oui, mais Cyril, c'est un type assez extraordinaire, très, très, très brillant,
qui est effectivement un philosophe, enfin qui écrit des livres, qui très très studieux, beaucoup plus érudit que moi, et en même temps qui travaillait quand il nous a rejoints dans le monde de l'immobilier chez Altarea. Voilà, c'est lui qui est un peu à l'origine du truc à Bercy Village, voilà. Et c'est avec lui qu'on a commencé le truc, donc on était très complémentaires, enfin nous dans notre univers du club et lui dans l'univers de l'immobilier, plus ce côté encore une fois effectivement un peu philosophe, un peu sortant des sentiers battus de l'hôtellerie traditionnelle, et c'est cette alchimie qui a fait une partie du succès du Mama. Combien de temps a duré l'aventure Mama Shelters pour vous, en fait? Elle a duré une quinzaine d'années. Quinzaine d'années. Et pourquoi vous décidez de le vendre? On décide pas de le vendre. À un moment donné, quand le Mama commence à grandir... Il y en a partout dans le monde. Il y en a aujourd'hui un peu partout dans le monde. Toutes les chaînes hôtelières se mettent dans le même créneau. Les Hyatt, les Hilton, les Marriott et ainsi de suite. Nous, on était une petite entreprise familiale. Si on était resté une entreprise familiale, on peut faire un hôtel tous les ans, tous les 2 ans. On aurait été complètement dépassé et tout. Et donc, on s'associe à Accor, parce que Sébastien Bazin avait une vraie vision de faire bouger son entreprise. Voilà. Et il prend une option sur l'ensemble des titres. Moi, je pensais que ça prendrait plus de temps. Il a décidé d'accélérer les choses. Voilà. Et ça se passe très bien puisqu'on reste avec lui et qu'on le conseille sur un certain nombre de sujets. Très bien. Aujourd'hui, 15 ans après la création des Mama Shelters, vous récidivez à nouveau. Vous ne pouvez pas vous arrêter, en fait. Je crois que si j'arrête, je meurs, donc j'essaye de tenir encore quelques temps. En lançant une nouvelle chaîne d'hôtels périurbains et éco-friendly, son nom Oh Baby, est-ce que vous pouvez nous en parler? De votre dernier né? Il est en train de naître, il n'est pas encore né. Voilà, l'idée, c'est d'essayer de concevoir un hôtel, d'abord qui tient compte des vrais enjeux aujourd'hui de l'environnement, donc une construction alors en bois quand c'est possible, ou béton décarboné, enfin en essayant d'intégrer toutes ces notions qui font que le monde qu'on va laisser à nos enfants soit moins dramatique que celui qui est en train de se présenter. C'est un lieu où, à l'opposé du Mama, qui est un lieu festif, là, on va vous garantir de très bien dormir, où le sommeil va être privilégié, et on est en train de travailler là-dessus. Et c'est un lieu avec une restauration qui va être aussi assez décalée par rapport à ce qui se passe aujourd'hui. Voilà, et donc on est en train de signer les premiers contrats. On espère ouvrir le premier à Milan d'ici 2 ans, et on espère aussi un autre à Saint-Ouen à peu près en même temps. Très bien, Saint-Ouen qui bouge énormément. Absolument. Les hôtels, le Mob Hotel est un hôtel absolument incroyable. Absolument. Très bien. Et je crois, j'ai entendu dire qu'il y aurait beaucoup moins de personnel que dans les Mama Shelters. Pourquoi ce parti pris? Parce qu'on trouve de plus en plus difficilement du personnel pour travailler dans les hôtels et dans les restaurants. Au Mama, on a la chance, parce qu'ils y trouvent un environnement plutôt agréable et festif, de trouver tout ce qu'il faut. Mais enfin, ça devient de plus en plus difficile. Et donc, il faut s'adapter à ça et trouver le moyen d'avoir du personnel voilà, moins nombreux, d'aussi bonne qualité, mais moins nombreux pour faire fonctionner les cuisines, la restauration et les chambres. Tout à fait. Et quelles sont donc les grandes différences entre un Mama Shelters et un Oh Baby? À part celle Mama que vous m'avez déjà Shelter, donnée. encore une fois, c'est un lieu de fête. On vient pour faire la fête, on vient pour écouter de la musique et tout. Au Baby, ça sera vraiment l'opposé. Si on vient vraiment pour dormir, on vient dans un lieu qui, encore une fois, respecte plus que jamais tous ces enjeux d'environnement, pour casser la croûte dans des trucs plus simples. Ça sera... Je ne pense pas qu'on aura autant de monde qui viennent de l'extérieur dans nos restaurants. Il y en aura un petit peu parce qu'on va sûrement faire ça avec un grand chef étoilé. Voilà, donc ça va être un positionnement de prix un peu plus bas que le Mama Shelter. Voilà, c'est un peu. Vous ciblez quel type de clients? On cible tout type de clients qui voyagent et qui, encore une fois, en a marre d'aller dans des hôtels où on dort mal, où il y a du bruit, où il n'y a pas de blackout dans la chambre. Voilà. Et donc, on vise cette clientèle basique de chez basique. J'ai entendu dire, combien vous prévoyez d'en ouvrir des Oh Baby? Là, 2, vous me dites 2 déjà. On a signé pour en faire une quinzaine avec un fonds. D'accord, très bien. Et vous ne croyez pas au nombre d'hôtels, au nombre d'étoiles dans les hôtels? Ça, oui, vous n'êtes pas du tout pour. Je crois que c'est un truc d'un autre âge. Et d'ailleurs, vous savez, quand on a ouvert le Mama Shelter, il y a 2 gentilles dames de l'administration de Paris qui sont venues visiter le Mama. On pensait qu'on allait être 3 étoiles, et à la fin de la visite, elles m'expliquent que non, vous ne serez pas à 3 étoiles, vous êtes 2 étoiles parce qu'il n'y a pas de baignoire dans les chambres.
Je leur dis, écoutez, quand même, les baignoires, Surtout aujourd'hui. C'est pas très écolo. Oui, mais c'est comme ça. Voilà. Moi, je crois pas aux étoiles. Je crois que les gens, aujourd'hui, ils choisissent leurs hôtels en fonction de ce qu'ils lisent sur les réseaux sociaux, de ce que vous aimez comme hôtel. Si moi, j'ai les mêmes goûts que vous, j'aurais plus envie de vous suivre, vous, Fanny, que les classements étoilés. Voilà. Et c'est un peu comme ça qu'on fonctionne aujourd'hui. Et vous auriez raison. Je pense que j'ai en partie raison. J'ai une dernière question pour vous, Serge. Quelles sont les clés de la réussite pour bien travailler en famille? Moi, je sais que travailler en famille, donc je ne connais pas les clés de l'insuccès sans la famille. Mais ça ne doit pas être simple tous les jours. Non, c'est pas simple tous les jours, mais en même temps, c'est une relation de confiance incroyable. Je veux dire, quand vous travaillez avec vos fils ou avec votre père, il n'y a que de l'amour et de la confiance. Alors on s'engueule, Il doit y avoir on n'est des pas disputes. d'accord. Bien sûr, il y a des disputes. Nous, avec mes enfants, on n'est jamais d'accord sur rien. Voilà. Donc on passe des jours, des nuits à s'engueuler sur tous les sujets. On fait la chambre comme ci, on l'a fait comme ça, on l'a fait grande, on l'a fait petite. Mais les repas de famille le dimanche, par exemple, ça se passe comme ça? Ça se passe comme ça, oui, bien sûr. Ça s'arrête jamais. Et votre femme, elle supporte ça? Vos belles-filles aussi? Mais vous savez, les plus belles aventures familiales, les plus belles aventures hôtelières, c'est des aventures familiales. Les Pritzker Hayat, les Marriott, les Oberoi, le groupe Tata en Inde, c'est des familles, parce que c'est des métiers qui ne s'arrêtent jamais. Donc il faut que la femme ou l'homme accepte que du matin au soir, les week-ends et autres, on soit absorbé par cette vie. Si on ne l'accepte pas, il ne faut pas le faire. Et c'est un peu comme ça que ces histoires familiales ont réussi. Voilà, c'est ça un peu la clé du succès. Très bien, j'ai envie de vous reposer une dernière question que je vous ai posée au tout début. Encore une autre, j'ai pas envie qu'on s'arrête tout de suite. Pour vous, quelle a été, maintenant, après cet entretien, à peu près une demi-heure, trois quarts d'heure, quelle a été la plus grande décision de votre carrière, Serge? C'est toujours la même. Toujours la même? C'est toujours la même. On change pas d'idée. C'est l'invention, c'est le début du Mama Shelter. Très bien. Merci beaucoup, Serge Trigano, de vous être prêté au jeu de cet entretien. C'est un réel plaisir de vous avoir avec moi. Alors, je rappelle que vous pouvez trouver Trigano Loves You aux éditions Albin Michel, dans toutes les bonnes librairies, évidemment. Merci à toutes et toutes de nous avoir suivis sur For Change et à très bientôt.